Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dédiée au contrôle URSSAF à l'ère de la DSN. Donc Laetitia Degré, chargée des relations extérieures à l'URSSAF Pays de la Loire. Mon rôle consiste à accompagner les entreprises, les partenaires et les institutions dans leur compréhension de nos missions et des évolutions réglementaires telles que l'arrivée de la DSN. J'interviens également régulièrement pour sensibiliser aux bonnes pratiques et aux obligations en matière de cotisation sociale. À mes côtés aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Fabrice Dibaud. Fabrice, je Bon, te laisse te présenter. bonjour, Fabrice Dibaud. Je suis attaché de direction auprès du secteur contrôle et lutte contre la fraude. Donc, voici le programme que nous vous proposons. Nous commencerons par une présentation de l'URSSAF et ses services. Vous découvrirez notre rôle et l'ensemble des dispositifs juridiques qui peuvent vous accompagner dans vos démarches. Ensuite, nous vous donnerons également des points de vigilance essentiels pour éviter les erreurs les plus courantes dans le cadre de la sous-traitance. Nous nous pencherons sur des aspects tels que l'attestation de vigilance et la solidarité financière. Enfin, nous vous expliquerons comment se déroule un contrôle URSSAF. Vous allez y découvrir toutes les étapes, le parcours d'un contrôle, avec un focus que vous présentera Fabrice sur les motifs de redressement les plus fréquents. Nous partagerons avec vous le top 3 des motifs de redressement. Donc, l'URSSAF est un organisme privé chargé de missions de service public. L'URSSAF assure la collecte et la redistribution des cotisations sociales pour financer notre système de protection sociale. Grâce à son action, elle garantit à tous des droits sociaux solides et une couverture sociale adaptée, soutenant ainsi la solidarité et la sécurité de chacun au quotidien. Notre activité se structure autour de 3 grandes missions. Assurer le financement de la protection sociale. Donc, l'URSSAF garantit le financement de la protection sociale en collectant les ressources qui protègent chaque citoyen. En veillant au respect des règles, l'URSSAF assure l'équité et protège les droits sociaux de tous les acteurs économiques. Et nous soutenons les entreprises et les entrepreneurs pour favoriser un développement économique durable. L'URSSAF collecte et redistribue les cotisations sociales à plus de 900 organismes partenaires couvrant les différentes branches du régime général de la sécurité sociale, maladie, famille, accident de travail, retraite, autonomie, ainsi que des institutions comme le Fonds de solidarité vieillesse, des opérateurs tels que l'UNEDIC et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et des organismes tels que les autorités organisatrices de mobilité ou les unions régionales des professionnels de santé. L'URSSAF assure une gestion rigoureuse et performante des ressources, permettant un autofinancement de près de 95% des prestations sociales versées, soit 571 milliards d'euros encaissés en 2023. Le reste est financé par des emprunts sur les marchés financiers, conformément au budget fixé par la loi de financement de sécurité sociale chaque année. L'URSSAF assure une équité dans le service de protection sociale que va vous développer Fabrice. Alors, Fabrice, oui, oui, tout à fait. Dans la mesure où les déclarations périodiques sont réalisées par les entreprises elles-mêmes, par les cotisants, hein, il est tout à fait nécessaire, effectivement, de venir dans les entreprises pour s'assurer, pour sécuriser et pour prévenir les cas d'erreur, d'anomalies, avant ou pendant les périodes de déclaration. La prévention et et la sécurisation permettent de répondre aux interrogations des entreprises sur la législation, les questions complexes, les rescrits, de faire de la pédagogie via des contrôles sur demande, mais aussi des visites conseils. Le contrôle est donc une contrepartie naturelle du système déclaratif. Contrôler, c'est vérifier, une fois les déclarations réalisées, leur exactitude. Et le contrôle permet notamment de garantir l'égalité de traitement entre les usagers, de préserver les droits des salariés comme des entreprises,
et de maintenir les conditions d'une concurrence loyale. Alors, au titre, en dehors, pardon, en dehors des cas de fraude, donc les contrôles périodiques ont permis de régulariser 801 millions d'euros et de restituer, puisque nous faisons aussi des crédits si le cotisant s'était trompé en sa défaveur, nous avons restitué 153 millions d'euros en 2023. Merci Fabrice. Donc, le contrôle URSSAF et la DSN sont désormais indissociables, car l'URSSAF s'appuie directement sur les données déclarées dans la DSN pour vérifier la conformité des cotisations et s'assurer du respect des obligations sociales. Il est donc crucial d'être vigilant lors de la préparation de votre DSN, car des erreurs peuvent entraîner des régularisations lors des contrôles. Une déclaration correcte dès le début permet de limiter les risques de redressement. Assurez-vous de fiabiliser vos données tant en amont que lors du dépôt de votre déclaration pour réduire au maximum les potentiels ajustements ou redressements. La protection sociale repose sur une réglementation qui n'est pas toujours facile de comprendre et d'appliquer. Mon conseil d'URSSAF est conçu pour vous aider à naviguer dans cette complexité. Grâce à ce service, vous avez accès à l'ensemble des dispositifs qui vous permettent d'obtenir des réponses claires et précises à vos questions. De plus, l'URSSAF organise régulièrement des webinaires de décryptage des nouvelles mesures afin de vous aider à en comprendre les enjeux et à faciliter leur application dans vos démarches quotidiennes. N'hésitez pas à nous suivre. Si vous avez un doute sur l'application de la réglementation, le service questions juridiques de l'URSSAF vous permet de poser directement vos questions et d'obtenir des réponses claires et personnalisées. Pour ce faire, vous devez utiliser la messagerie de votre espace en ligne en exposant précisément votre situation ou votre projet. L'URSSAF vous fournira une réponse conforme à la réglementation qui peut être utilisée comme référence en cas de contrôle ultérieur, car il est opposable et garantit la conformité de vos démarches. Le rescrit social permet de poser une question précise à l'URSSAF concernant l'application de la législation sur les cotisations et les contributions sociales. Ce service s'adresse à tout public, usagers, futurs usagers ou tiers représentants tels qu'un expert comptable, un avocat, mais il ne peut être utilisé en cas de contrôle déjà engagé ou de contentieux en cours. Le rescrit social vous offre l'opportunité de recevoir une réponse engageant la responsabilité de l'URSSAF, ce qui vous permet de vous en prévaloir en cas de contrôle ultérieur. Le rescrit social est applicable pour toute interrogation portant sur la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par l'URSSAF, ainsi que d'autres contributions similaires telles que le versement mobilité, le Fonds national d'aide au logement, le FNAL, et les contributions d'assurance chômage, par exemple. Votre demande doit être adressée à l'URSSAF, auprès de laquelle vous effectuez vos déclarations ou à laquelle vous êtes affilié. Si elle n'est pas compétente, l'URSSAF transmettra votre demande à l'URSSAF géographiquement compétente. Bon à savoir, si vous avez plusieurs établissements relevant de la même URSSAF, une seule demande peut être formulée avec toutes les informations nécessaires concernant chaque établissement. Le BOSS, le bulletin officiel de la sécurité sociale, est le site officiel de l'administration qui présente la doctrine applicable en matière de cotisation et de contribution sociale. Il constitue une référence essentielle car son contenu est opposable et mis à jour régulièrement. Ce site vous permet d'accéder aux informations fiables et actualisées sur la réglementation en vigueur, facilitant ainsi la compréhension et l'application des règles sociales. Enfin, pour finir, comme l'a précisé Fabrice, la visite conseil est un service gratuit, parfois méconnu du grand public, proposé par l'URSSAF, qui permet à un spécialiste de l'URSSAF de venir directement dans votre entreprise. Il vous accompagne pour vérifier vos démarches et vos déclarations sociales. Si des erreurs sont relevées, le spécialiste vous aide à les corriger
afin d'éviter qu'elles ne se reproduisent. À noter que la visite conseil n'est pas un contrôle, donc en cas d'erreur, il n'y a aucun risque de redressement. Vous pouvez bénéficier de ce service si vous avez embauché votre premier salarié il y a moins de 18 mois ou si vous souhaitez mettre en place un nouveau dispositif dans votre entreprise. Vous pouvez solliciter une visite conseil en contactant directement l'URSSAF via votre espace en ligne. Vous avez également la possibilité de faire votre demande par courriel ou par courrier, mais nous vous recommandons de privilégier l'espace en ligne pour un traitement plus rapide. Nous allons aborder maintenant le recours à un co-contractant. Donc, si vous avez recours à un tiers pour l'exécution d'un travail, d'une prestation de service ou d'un acte de commerce, en tant que donneur d'ordre, il est essentiel de vous rappeler que vous avez des obligations légales envers vos prestataires. Vous devez vérifier que ces derniers sont bien en règle avec l'URSSAF. L'attestation de vigilance permet à vos clients et donneurs d'ordre de vérifier que vous respectez vos obligations de déclaration et de paiement de vos cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Que vous soyez travailleur indépendant ou employeur, vous devez présenter une attestation de vigilance à vos clients et donneurs d'ordre lors de la signature de tout contrat dont le montant global est supérieur ou égal à 5 000 € hors taxe. Cette obligation s'applique même si la prestation fait l'objet de plusieurs paiements ou facturations. L'attestation doit être fournie, donc lors de la signature du contrat, puis tous les 6 mois pendant toute la durée de l'exécution du contrat. Excusez-moi. Le co-contractant doit faire sa demande à l'URSSAF. Pour ce faire, il doit télécharger son attestation directement depuis son espace en ligne sur ursaf.fr en sélectionnant la rubrique Documents, puis demander une attestation. Dans le cas où l'attestation ne peut être téléchargée immédiatement, il recevra une notification par mail lors de sa mise à disposition sur son compte. L'URSSAF propose également, il faut le savoir, un outil de vérification d'attestation afin que vous puissiez en vérifier la validité. En tant que donneur d'ordre, vous devez vérifier que vous disposez bien d'une attestation de vigilance valide et authentique. Fabrice, quelles sont les sanctions en cas de manquement à l'obligation de vigilance, s'il te plaît? Alors, Laetitia, en cas de constat de travail dissimulé ayant donné lieu à une verbalisation pénale transmise au parquet, donc le donneur d'ordre pourra voir sa responsabilité civile et pénale engagée. Donc, on lui demandera, pour s'assurer qu'il a bien fait les choses, toutefois, on lui demandera de nous présenter l'attestation de vigilance qu'il a demandé à son sous-traitant. S'il ne peut pas la présenter, s'il ne l'a pas demandé à son sous-traitant et qu'il ne l'a pas obtenue, ne peut donc pas la présenter, il n'a donc pas été vigilant, il pourra être tenu solidairement responsable et être tenu de régler à l'URSSAF, à la place du co-contractant en infraction, les cotisations sociales et majorations de redressement et les pénalités et majorations de retard dues. C'est ce qu'on appelle la solidarité financière. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Dans cette dernière partie, nous allons aborder un sujet important pour toutes les entreprises, le contrôle URSSAF. Il est crucial de comprendre ce que ce contrôle implique et comment il se déroule. Nous allons nous concentrer sur le parcours d'un contrôle URSSAF, à savoir comment il s'effectue, quelles sont les différentes étapes d'un contrôle, et nous découvrirons les motifs de redressement les plus récurrents, donc présentés par Fabrice. En étape 1, donc voici le parcours en 5 étapes. Donc l'étape 1, donc c'est le jour de la visite. Le contrôle débute par un échange avec un inspecteur qui a pour objectif d'expliquer la démarche et les différentes étapes du contrôle. C'est également l'occasion de présenter votre entreprise et son fonctionnement à l'inspecteur. En étape 2,
Les documents demandés pour le contrôle permettent à l'inspecteur de mieux connaître la réalité de votre entreprise et de s'assurer de leur cohérence avec les déclarations transmises à l'URSSAF. À la suite de votre échange avec l'inspecteur vérifie les déclarations établies. À cette occasion, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées. En étape 3, on arrive à l'entretien de la restitution. À la fin des vérifications, l'inspecteur propose un entretien de restitution afin de présenter ses constats et les suites éventuelles du contrôle. Cet échange permet également de discuter des difficultés rencontrées dans l'application des textes ou lors de l'établissement des déclarations. En étape 4, donc à la suite de cet entretien de restitution, l'inspecteur rédige une lettre d'observation présentant les constats effectués et rappelant si besoin la législation applicable. Le contrôle peut aboutir au constat d'une bonne application de la législation. Excusez-moi, il y a un problème de connexion. Donc, au constat d'une bonne application de la législation. Dans ce cas, et en absence de réponse de votre part, la lettre d'observation constituera le dernier échange entre l'inspecteur et vous au sujet du contrôle. Le contrôle peut également aboutir à des observations pour l'avenir. Donc, c'est une observation sans régularisation. Et il peut également aboutir, enfin, à des régularisations de cotisations en votre faveur ou en faveur de l'URSSAF. En cas de désaccord, vous avez 30 jours pour apporter des éléments complémentaires auxquels l'inspecteur est tenu de répondre. Vous avez, sachez-le, la possibilité de demander à bénéficier de 30 jours supplémentaires pour collecter les éléments nécessaires à votre réponse. Étape 5, donc à la fin du délai réglementaire, le contrôle se conclut par la décision administrative de l'URSSAF qui précise les éventuelles observations auxquelles vous devez vous conformer à l'avenir et les éventuelles régularisations, qu'elles soient débitrices ou créditrices. Le contrôle vise à corriger des erreurs et non à sanctionner votre entreprise. En effet, si vos déclarations erronées ont été faites de bonne foi, vous bénéficiez du droit à l'erreur et ne ferez dans ce cas l'objet d'aucune sanction, sauf si le redressement est d'un montant élevé et supérieur au plafond annuel de la sécurité sociale. Vous vous acquitterez simplement des cotisations que vous auriez dû payer. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'URSSAF, donc si vous entendez contester tout ou en partie d'un redressement ou des observations pour l'avenir, ce qui est tout à fait possible, il vous appartient de saisir d'abord la commission de recours amiable, la CRA, de l'organisme de recouvrement dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la mise en demeure, notifiant le redressement ou la décision confirmant les observations pour l'avenir. La saisine de la CRA est un préalable à toute procédure devant les tribunaux judiciaires. Un accusé de réception de votre demande vous sera adressé. Cette procédure est gratuite. Elle prend la forme de l'examen de votre dossier par la commission. En cas de contestation, vous n'êtes pas tenu de procéder préalablement au règlement des sommes réclamées. Mais, dans ce cas, le recours n'interrompt pas le cours des majorations de retard dont le calcul n'est définitivement arrêté qu'après complet paiement des cotisations et contributions dues. Voilà en ce qui concerne le parcours, donc en 5 étapes, d'un contrôle URSSAF hors travail dissimulé. Fabrice, je vais te laisser la main pour que tu puisses aborder le top 3 des redressements, des motifs de redressement les plus récurrents hors travail dissimulé en 2023. Voilà, alors donc le redressement le plus important, donc en débit, vous voyez que ça représente 111 millions, à peu près 111 millions de redressements sur l'ensemble de la France. C'est donc celui qui concerne la réduction générale des cotisations patronales.
Donc bon, c'est pas vraiment une surprise parce que c'est un motif de redressement qui concerne beaucoup de salariés. Il y a souvent des erreurs sur ce genre de législation dans la mesure où la réduction est calculée en fonction d'une formule qui incorpore différents éléments qui sont parfois faciles à calculer, mais qui sont peut-être parfois faciles à connaître, mais qui peuvent être interprétés ou qui peuvent être euh, sur lesquels on peut avoir des erreurs de déclaration ou des erreurs de saisie. Notamment, on incorpore dans cette formule un coefficient, on incorpore aussi le nombre d'heures de travail, un plafond de rémunération qui est défini en fonction du SMIC, et puis il peut y avoir des proratisations en fonction de périodes d'absence, en fonction des dates d'entrée et de sortie du salarié au cours d'un mois, et puis de l'impact de régularisation. Alors pour toutes ces raisons, tous ces cas particuliers qui peuvent exister, il y a de nombreuses erreurs. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est particulièrement suivi en termes de sécurisation. Alors on voit que c'est souvent enfin, c'est la plupart du temps, voire tout le temps, des erreurs de bonne foi, je dirais, hein. Ça peut être des erreurs de paramétrage de logiciel, par exemple. Et d'ailleurs, pour le prouver, on voit qu'aussi, on fait beaucoup de crédits sur ce motif, hein. Et donc, nous avons plus de 40 millions de crédits qui ont été dégagés sur 2023 sur la réduction générale des cotisations patronales. Pour ces raisons. Le deuxième motif de redressement concerne le versement mobilité. Hein, le versement mobilité, ben, c'est un versement auquel sont assujettis les entreprises qui emploient donc des salariés sur un périmètre de transport urbain et pour lesquels elles doivent payer ce versement mobilité. Alors, il y a des conditions particulières, hein, même si toutes les entreprises doivent le régler, il y a des conditions notamment d'effectifs puisque seuls les établissements qui comptent plus de 11 salariés doivent le régler. Alors, c'est les raisons pour lesquelles là aussi on peut avoir des anomalies, soit du fait des conditions d'assujettissement des salariés, hein. Il faut vraiment que les salariés travaillent sur le périmètre de transport urbain en question. Il faut effectivement que l'effectif, le seuil d'effectif soit dépassé pour avoir réglé ces cotisations-là. Et puis, il y a aussi des règles particulières liées lors des dépassements de seuil, pardon, et qui font qu'on peut avoir des taux qui sont modulés. Alors, c'est les raisons pour lesquelles on peut avoir des erreurs, hein. Et donc, pour illustrer, j'ai noté lors d'un contrôle URSSAF qu'il avait été constaté qu'une société n'avait à tort pas cotisé à ce versement mobilité pour un établissement qui était situé dans la commune d'Albi-sur-Chéran. Cette commune se trouve dans une zone de transport du Grand Annecy. L'effectif de l'établissement était supérieur à 11 salariés. Le versement mobilité était donc dû. Alors l'employeur pensait peut-être que sa commune n'était pas comprise dans le périmètre de transport urbain, et si elle l'était. Donc l'inspecteur a dû être amené à redresser, à faire un rappel de cotisation auprès du cotisant. Donc ça, c'est le deuxième plus grand redressement hors fraude pour 2023. Et nous avons aussi les frais professionnels. Donc les frais professionnels, donc c'est une législation qui est déjà assez ancienne. Malgré tout, il y a toujours aussi, toujours et encore des difficultés d'appréciation et des erreurs. Donc normalement, les frais professionnels doivent correspondre à des dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle. Ces frais sont ensuite remboursés par l'employeur. Le dédommagement de ces frais peut prendre différentes formes. Le remboursement des dépenses au réel, auquel cas il faut que l'employeur présente des justificatifs, hein. Le remboursement peut se faire sous forme d'indemnité d'allocation forfaitaire. Mais s'agissant d'allocation forfaitaire, il faut bien que les situations de fait qui ont justifié les dépenses soient prouvées aussi, soient avérées. Et il ne faut pas dépasser les seuils. En général, il y a des seuils qui sont différents selon la nature des frais qui sont remboursés. Et puis aussi, il y a une autre formule aussi, c'est l'application d'une déduction forfaitaire spécifique, donc qui concerne différents types de métiers. Donc, s'il n'est pas démontré que le salarié supporte effectivement des frais supplémentaires, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations. Alors, pour exemple,
lors d'un contrôle, nous avons pu constater qu'une entreprise de bâtiment avait versé 500 euros par mois à une attachée commerciale pour des rendez-vous clientèle qu'elle aurait effectués avec son véhicule personnel. Mais l'entreprise, lors du passage de l'inspecteur, n'a pas pu lui justifier ses déplacements, ni par des relevés kilométriques, ni par des plannings, ni par un agenda quelconque. Donc, on peut même douter dans ces cas-là que les déplacements aient réellement eu lieu. Et donc, nous avons réintégré les montants injustifiés et qui ont été requalifiés en éléments de salaire. Alors, on voit que là, bien sûr, on a réclamé des montants aux cotisants à ce titre. Jamais nous ne remboursons, puisque c'est rare que les employeurs remboursent beaucoup plus que ce que. Enfin, le cas de montant créditeur n'existe pas dans ce type de législation. Autrement, on va pouvoir passer à la slide suivante. La slide suivante concerne la dissimulation d'emploi, enfin, le travail dissimulé. Hein. Il faut savoir que le travail dissimulé peut être de deux types, de deux formes différentes, principales, je dirais. La dissimulation d'emploi salarié et autrement la dissimulation d'activité. Alors, les trois premiers redressements que l'on voit ici, ce sont des cas de dissimulation d'emploi salarié. Alors, le premier cas, c'est dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration d'embauche, hein, ou par absence de fourniture de bulletin de salaire. Et donc, à ce titre-là, des montants importants ont été réclamés, 693 millions en 2023. Mais nous avons d'autres formes de fraude, la dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale. Donc, dans ce cas-là, l'employeur avait bien fait les déclarations d'embauche. Il avait bien aussi établi des bulletins de salaire pour ses salariés, mais il n'avait pas fait les déclarations sociales auprès de l'URSSAF et il n'avait pas réglé les cotisations. Et donc, là aussi, il s'agit bien entendu d'une fraude. Le troisième cas de dissimulation d'emploi salarié, c'est une dissimulation d'emploi salarié avec minoration des heures déclarées. Donc les montants sont un peu moindres, beaucoup moindres même par rapport au reste. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, le salarié avait bien déclaré ses salariés, avait bien déclaré aussi des salaires. Par contre, il n'avait pas déclaré la totalité des heures déclarées. Volontairement. Si nous avons un procès-verbal, c'est que à chaque fois les faits sont avérés et l'intentionnalité de frauder est aussi prouvée. Hein. Donc intentionnellement, effectivement, ne pas déclarer toutes les heures et ne pas déclarer à ce titre-là, ne pas déclarer tous les salaires, ça contribue à minimiser, à minorer l'assiette sociale. Et effectivement, nous sommes fondés à effectuer des redressements. Alors, le travail dissimulé aussi, comme je l'ai dit, ça peut être par dissimulation d'activité. On peut avoir, par exemple, des travailleurs indépendants qui ne déclarent pas leur activité ou qui déclarent leur activité, mais qui omettent de déclarer ou leurs revenus ou leur chiffre d'affaires en cas de micro-entreprise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les redressements à ce titre-là sont très, très importants, hein, on retrouve là les plus gros motifs de redressement qu'on peut avoir au niveau des URSSAF. Hein. Donc, nous avons une attention particulière à lutter contre la fraude, hein, de façon à maintenir une équité entre les cotisants. Il faut que tout le monde paye, hein, et la juste somme. Donc, vous allez me demander, que se passe-t-il lorsqu'un employeur est impliqué dans un tel cas de travail dissimulé? Il est tenu de régulariser les cotisations qui auraient dû être payées pour les salariés concernés sur 5 ans. On a une prescription de 5 ans en cas de fraude. Hein. Et donc, il est tenu aussi de payer des majorations de retard au taux de droit commun et aussi des sanctions spécifiques, hein, des sanctions spécifiques qui sont particulières au travail dissimulé. Il se voit aussi annuler les exonérations auxquelles il aurait pu prétendre. Voilà, donc tout ça pour le civil. À noter aussi qu'il peut y avoir, et il y a souvent, des sanctions pénales, puisqu'il y a procès-verbal transmis au procureur lors du jugement. S'il y a condamnation, il y a sanction pénale.
Donc les peines maximales qui sont prévues par le Code du travail, c'est pour une personne physique, 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 euros d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 10 années d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende en cas d'infraction en bande organisée. Merci Fabrice. Donc, il nous reste 5 petites minutes. Donc, pour conclure, ben voilà, le contrôle URSSAF est un passage incontournable pour les entreprises, mais en adoptant, on l'a vu, une gestion rigoureuse et en vous familiarisant avec vos obligations sociales, vous pouvez réduire les risques de redressement. Donc, l'URSSAF vous met à disposition, on vous les a présentés, des dispositifs de sécurisation juridique, voilà, pour mieux vous accompagner dans vos démarches. Merci pour votre attention et pour votre présence aujourd'hui. Nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux comprendre comment anticiper et gérer un contrôle URSSAF avec succès, tout en profitant, bien entendu, comme je vous l'ai précisé, des dispositifs d'accompagnement mis à vos dispositions. Un grand merci à vous. Au revoir. Au revoir.